chercheurs de justice avec les chercheurs de justice. Dire non, c'est ça. C'est penser et agir très fort pour que chacun ait la chance et l'outil, ait droit à cet outil-là. Pour que chacun ait le droit à cet équipement de vie, je le disais, équipement de vie ou équipement de mort. Dire non à cette résignation. Je voulais vous faire part d'une histoire vraie. Puis ensuite, si vous voulez, nous pourrons échanger, si je ne suis pas trop long. Ça s'est passé à Washington, dans le quartier de Columbia. C'est l'histoire d'une femme qui vivait avec son fils, un jeune ado de 14 ans. Un soir, la police vient taper à sa porte. « On a une mauvaise nouvelle pour vous, madame. Vous êtes bien, madame? Oui. On a trouvé votre fils assassiné dans une rue pas très loin d'ici. » On a donc abattu son jeune fils de 14 ans. Je passe sur les détails et les circonstances. La police confirme quelque temps après qu'ils ont un présumé coupable. Que celui-ci a 13 ans. 1 an de moins que son fils. 1 an de moins que la victime. Le procès arrive dans la salle, elle est dans la salle. Il se déclare coupable. Il reconnaît le crime. Il est condamné à la prison, je vous rappelle qu'il est mineur. Dans la salle, à la fin du procès, elle s'approche de lui. Elle le regarde dans les yeux. Se tait pendant un moment. Et elle lui dit « I will kill you ». Je vais te tuer. Il est emprisonné donc. Elle demande dans quelle prison il est en détention. Elle écrit une lettre au directeur. Elle demande un droit de visite. Elle obtient ce droit de visite. Elle va le voir, premier parloir avec lui, il y a une vitre. Elle est restée silencieuse un bout de temps. Elle apprend très vite qu'elle est la seule à lui rendre visite. Il n'a personne. Personne ne s'occupe de lui. En partant, elle lui donne 5 $. Elle instaure des visites régulières, 1 fois, 2 fois, tous les mois, tous les 15 jours. Tout au long de sa détention, elle lui rend visite. Elle lui amène des petites choses. Elle a bien compris qu'il était seul, qu'il était orphelin, que personne là pour le soutenir. Et elle lui posait les questions simples de la vie. Hein. Tu dors bien? Non, nous sommes 4 dans la cellule, je m'endors toujours le dernier. Pourquoi? Parce que j'ai peur que les autres me fassent ce que moi j'ai fait. Avant la fin de sa détention, elle lui demande « Que vas-tu faire en sortant ?» J'ai aucune idée. Qui va t'accueillir? Personne. Tu sais où aller dormir? Non, je n'ai personne. J'ai une petite chambre pour te dépanner si ça te va. Comme il ne sait pas où aller, il accepte. Le jour de sa libération arrive, elle est là pour l'attendre. Elle l'amène chez elle, elle lui montre la chambre et dit « Voilà ta chambre. Ça te dépannera pour quelques jours. » Au bout de quelques temps, elle l'observe. « T'as trouvé un travail? » Non. « Est-ce que ça te dirait de travailler? » Oui. Il lui propose un job dans l'entreprise d'un ami à mi-temps. Il sort, il prend ce petit travail. Le soir, il accepte, il continue à venir dormir chez elle. Pendant 8 mois, il a vécu ainsi. Un soir, elle lui dit « Demain matin, je vais te parler. » Ok, il est là le matin, elle le voit. « Tu te rappelles au tribunal? Tu te rappelles ce que je t'ai dit au tribunal? » Oui, je me rappelle. Qu'est-ce que je t'ai dit? « I will kill you. » Vous alliez me tuer. Oui, je m'en rappelle. Eh bien voilà, je viens de le faire. J'étais tout étonné par la réaction. Je voulais empêcher à tout prix que le garçon qui a tué mon fils reste vivant sur cette terre. C'est pour ça que je t'ai rendu visite. C'est pour cela que je t'ai donné un peu d'argent, du travail, que je t'ai logé. De cette manière, j'ai commencé à te transformer. Ce garçon que tu as été, celui qui a été capable d'assassiner mon fils, ce garçon n'existe plus. Aujourd'hui, tu es libre. Tu travailles. Tu as gagné ma confiance. Mon fils n'est plus là, mais son assassin non plus n'est plus là. Alors j'ai envie de te demander si tu veux rester ici. Oui, j'ai de la place pour toi. Tu pourras t'installer dans notre chambre. Il accepte.
Un peu plus tard, elle lui demande, elle lui propose de l'adopter. Il a accepté. Ils sont devenus mère et fils. Elle est devenue la mère qu'il n'avait jamais eue. Elle est devenue la mère de l'assassin de son fils. Cette histoire m'a bouleversé. C'est presque surhumain. Et pourtant, elle est bien vraie. Elle a osé dire non à la tentation de détruire ce qui aurait pu la détruire. Elle a osé dire non à la tentation œil pour œil, dent pour dent, qui est d'abord un réflexe en chacun de nous, moi y compris. Elle a désobéi au rôle que nous trouverions tous bien plus normal. Je suis blessé, donc je blesse. J'ai mal, je fais mal. Cette histoire, justement, elle nous invite à regarder plus haut. Pour moi, c'est le sommet de la non-violence. Surhumain, bien évidemment, je le concède, dont personne ici ne peut prévoir si l'on serait capable, moi le premier, mais en même temps, quelle inspiration. Je ne sais pas si cette femme était formée à la non-violence, mais de toute évidence, elle a trouvé la clé de la non-violence. La non-violence dit, quand il y a bourreau et victime, il y a deux victimes. Quand il y a bourreau et victime, il y a deux victimes. Elle n'a pas voulu rester dans le rôle de la victime. C'est pour moi le sommet de la non-violence. Je voulais vous remercier de m'avoir écouté, de m'accompagner sur ces chemins de non-violence où la Corse a tellement à donner. Je crois que la plus grande insolence aujourd'hui en Corse, c'est justement de désobéir, de dire non à cette idée que nous serions condamnés à rester dans ce cadre très étroit qui risque de nous enfermer, consommateurs, spectateurs, résignés ou violents, violents ou résignés, ni l'un ni l'autre. Nous nous sortirons d'affaire. Demain, je vous l'ai dit, commencera la 4e Universidad de la non-violence à Borgo, car la non-violence, ça s'apprend. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et qu'il y a des gens merveilleux pour faire ces formations-là. Les Corses sont assez intelligents pour justement puiser dans les expériences mondiales. La non-violence a beaucoup à donner à la Corse. Mais nous avons découvert aussi que la Corse a beaucoup à donner à la non-violence. Samedi 11 juin à 18h, les participants de cette 4e université organisent une heure de silence à Bastia sur le thème, sur l'interrogation « Corse, terre de justice ». Point d'interrogation. Corsica darai justitia. Darai justitia. Justement, essayer de créer un espace public pour que cette question existe sur la place publique et la partager avec les citoyens. Ça aussi, c'est dire non à l'insupportable, à l'inacceptable. On n'a pas les réponses, bien évidemment. Je n'ai pas les réponses. Mais on ose au moins poser les questions ensemble. La Corse ne sera terre de non-violence que quand elle sera terre de justice. La Corse ne sera terre de non-violence que quand elle sera terre de justice. Dire non. Il y a une image qui m'inspire quelquefois, et je finirai par là. Vous savez, la chenille, elle prépare sa métamorphose en créant des cellules nouvelles, que l'on appelle les cellules imaginales. Ce sont des cellules qui portent en elles sa nouvelle image. Les biologistes les appellent cellules imaginales. Au début, ces cellules-là, quand elles se créent, elles sont combattues. Elles sont refoulées, elles sont empêchées par les autres. Mais au final, ce sont elles qui gagnent. Et qui réussissent justement à transformer la chenille en papillon. Mais je vais vous faire une confidence. Vous n'échapperez jamais, on n'échappera jamais. Vous tomberez toujours sur quelqu'un, sur une chenille ahurie, une chenille qui reprochera et qui dira scandalisé au papillon, « Toi, tu n'es plus celui que tu étais. » Ça arrivera forcément. Mais en fait, c'est un très beau compliment. Car le papillon ne dit pas non à la chenille. Il la dépasse. Merci. C'est trop long, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Trop court.
trop court. Bon. C'est bon? Merci beaucoup, Jean-François. Personnellement, je ferai quand même une remarque. Ce qui m'a touché, c'est le ton, c'est le calme. Ce que j'apprécie beaucoup lorsqu'on parle de violence ou non-violence par rapport à la violence, c'est d'être soi-même calme. Et c'est vrai que pour se faire le prêcheur de la non-violence, il faut être calme. Pourquoi? Parce qu'il faut être entendu. Entendu et compris. Et celui qui a entendu et compris retient. Les agités, on ne les entend pas, on ne les comprend pas, on ne retient rien d'eux. J'ai une première question avant de laisser le public poser les siennes. Je n'ai pas entendu à propos de la violence en Corse, avec ou sans point d'interrogation, la spécificité de la Corse qui est une île, autrement dit l'insularité. Est-ce que l'insularité singularise la notion de violence et la réponse à cette violence, et donc la notion de non-violence? Ce qui singularise l'insularité, c'est l'histoire. C'est quelle enfance avons-nous eu? Quelle est l'enfance de la Corse? Il y a, je crois, 80 tours génoises qui parsèment ce territoire. C'était des sentinelles. Le sentiment, donc, et la vigilance à l'égard de l'ennemi qui venait de l'extérieur. Donc une violence intrusive, invasive. Donc un peuple qui n'est pas forcément un peuple de guerriers, mais qui doit être attentif à cette mainmise, et les Corses ont connu ça dans quasiment toute leur histoire. Donc ce qui est singulier, c'est d'être confronté, et les territoires insulaires le sont très souvent, à une histoire particulière. Pour autant, cette terre est une terre de bergers, les Corses n'ont jamais eu d'armée conquérante, donc je le disais tout à l'heure, ils ne sont ni violents ni non violents, mais ils sont confrontés à des circonstances que l'individu ou face auxquelles l'individu ou la communauté peut réagir d'une manière ou d'une autre. Si je suis agressé à la sortie, je ne sais pas comment je vais réagir. Peut-être que je vais moi aussi frapper, donner des coups. Je ne sais pas comment je maîtriserai la situation. Bien qu'il n'y a pas de non-violent parfait. Il n'y a pas de société non-violente parfaite. Et la Corse ne l'est pas et ne le sera pas, ne le sera jamais. Ne demandons pas l'impossible à l'homme, à la communauté et à la Corse. Par contre, ce que nous pouvons cultiver, c'est justement cette manière intelligente, cette manière humaine, cette manière très très civilisée, à la fois de régler le conflit, d'apaiser. Et la Corse, elle a dans son histoire fait preuve de performances sociales extraordinaires. En 1962, accueillir dans cette terre 20 000 pieds noirs, les intégrer sans un seul acte raciste, c'est une performance sociale incroyable. Dont la Corse d'aujourd'hui, qui est bien mal en point, bien plus faible, ne serait peut-être plus capable. Et pour cause. Je veux dire donc qu'il y a dans toutes les communautés, dans tous les territoires, insulaires ou pas, à la fois une confrontation à l'histoire qui nous met à l'épreuve, qui nous dit vas-y, montre ce que tu es. Et les Corses, pour autant, n'ont jamais eu d'armée conquérante. Ils ont été confrontés à la violence de l'autre. Ils ont eux-mêmes, donc ils ont subi des violences. Ils en ont commis, bien évidemment. Et ils en commettront encore. Le problème, c'est de se dire, est-ce que nous sommes justement, comment nous pouvons aujourd'hui, on n'est plus au Moyen-Âge, aujourd'hui on est au XXIe siècle, où il y a des expériences merveilleuses dans le monde, comment quand on est confronté à l'injustice, à quels outils pouvons-nous nous fier? Parce qu'il y a des outils, bien évidemment, qui prétendent nous émanciper, nous libérer, qui ne nous émancipent pas, qui ne nous libèrent pas. Les armes sont un mensonge, en Corse comme partout. Voilà. Donc, trouver cette autre voie, cet autre siècle des Lumières pour la Corse et pour l'humanité. Et je considère, et je ne suis sans doute pas le seul à penser que véritablement, la non-violence est l'outil du XXIe siècle. Je le pense aussi. Bien évidemment. Par ailleurs, je ne pensais pas, concernant la violence, seulement au peuple corse, et les Corses entre les Corses, il n'y a qu'à voir les règlements de compte sur l'île. Je pensais à cette façon dont la Corse est stigmatisée depuis le continent, dont la Corse est considérée par le continent, dont la Corse est considérée, pardonnez-moi, mais par les élus eux-mêmes de Corse, qui, comme tous les élus, sont des gens
attisés par la convoitise du pouvoir. Je pense que les Corses mériteraient tout autre chose en termes de considération et du continent et des élus corses eux-mêmes. Donc, là, je reviens à cette notion de statut insulaire. Bel et bien, comment faire pour rester le non-violent, mais non-violent, ça ne veut pas dire non-passif, lorsque on voit que, eh bien, il y a cette condescendance à l'égard d'une île qui, du point de vue du continent, ben, tu l'as dit tout à l'heure, hein, oh, ma foi, la Corse serait mieux sans les Corses. Et puis, sur cette île même, lorsqu'on voit les élus, on a vraiment le sentiment qu'ils ne sont pas vraiment du côté des Corses eux-mêmes, qui aspirent à vraiment toute autre chose, plus d'équité, plus de considération, plus de prise en compte de cette vie culturelle qui ne demande qu'à croître, de cette reconnaissance de l'individu qui ne demande qu'à croître. J'ai l'impression qu'on assiste lentement à une asphyxie de cette île. Et là, je reviens au contexte insulaire. Et c'est la raison pour laquelle je posais la question, est-ce qu'il y a une spécificité de cette violence ou non-violence parce que nous sommes insulaires? Voilà. Par ailleurs, être non-violent, est-ce que ça fait finalement avancer les choses? Alors, plusieurs choses, bien évidemment, parce que tu poses beaucoup de questions. Je crois qu'il ne faut pas généraliser. Je pense qu'effectivement, dans la médiasphère, dans la politicosphère française, il y a un construit sur la Corse qui est bien commode. Ils ne sont pas comme nous. C'est le postulat de base de tous les systèmes d'apartheid. Et à partir de là, tu te dédouanes de toute responsabilité. Tu vas en banlieue, il y a de la racaille, donc il y a de la racaille, nous n'avons aucune responsabilité. En Corse, il y a des Corses, donc il n'y a pas de responsabilité, etc. Donc c'est très utile, même s'il ne faut pas généraliser. Je parlais tout à l'heure de Michel Rocard, mais ne nous y méprenons pas. Hein. Vous savez comment on a inventé le genre des westerns? Il fallait prouver que, pour justifier l'agression des Américains contre les peaux-rouges, il fallait prouver que les peaux-rouges étaient moins humains que les autres. Donc on a inventé les westerns. Et avec les westerns, on a prouvé que les peaux-rouges, c'était des sanguinaires, qui n'étaient pas civilisés, qui n'avaient aucune règle de vivre ensemble, et que donc, ce que nous faisions à leur encontre était tout à fait justifié. Nous le faisions au titre de l'humanité. La stigmatisation. Oui. Voilà. Donc diabolisation, etc. Donc ce sont des processus bien connus. Donc cette pensée unique, je disais qu'elle a contaminé les intellectuels français les plus brillants. Vous seriez surpris, je ne vais pas donner de nom ici, mais vous seriez surpris, et je les comprends. Parce que quand on est mis pendant 250 ans à l'épreuve de la propagande et du mensonge, que voulez-vous penser d'autre? Dites-moi depuis 25-30 ans si vous avez lu dans un journal international une analyse crédible, positive, autre, divergente sur les réalités de ce style. Autre que celle d'un fait divers, d'une histoire de gendarmes et de voleurs, d'une... Bon, bref. Le dossier d'accord c'est clos à partir du moment où on peut dire, bon, ils sont violents, ils sont terroristes, ils sont xénophobes, ils sont racistes, etc. Ça fait partie. Mais pour autant, moi qui ai ce poste privilégié d'aller de salle en salle partout, je peux vous dire qu'il existe aussi un autre balancement. Parce que ce n'est pas le sentiment de tous les continentaux français, de quasiment tous les pays européens, où une autre Corse est attendue, entendue, comprise, où il y a une soif, où il y a un questionnement, parce que les gens ont quand même aujourd'hui avec les réseaux et autre chose. Donc ça existe. Donc on ne peut pas généraliser. Sur les élus de la Corse, moi j'ai pas de jugement à porter, je considère simplement qu'il y a beaucoup de figurants. Il y en a beaucoup trop qui pensent comme leur fauteuil, surtout dans ces périodes-là, et pour autant, il y en a qui sont capables, je pense, d'insérer ce territoire, cette communauté sur une autre voie, mais je pense qu'ils se satisfont pour beaucoup, parce que quelle aubaine, après s'être trompé pendant 10, 20, 30, 40 ans, quelle aubaine de se parer aujourd'hui de la panoplie du révolutionnaire, en disant mais moi je défends la langue de Corse, mais moi je défends le statut de ci, mais moi j'ai toujours dit, et moi on me prend pour un révolutionnaire. Ça coûte pas cher, cet habit-là. Donc méfions-nous des faux-semblants, et pour autant accordons à chacun le droit de muter, le droit de progresser. Mais tout à l'heure je parlais d'éthique. Le bien commun, c'est le plus sacré, mes amis.
Le bien commun, c'est le bien sacré, mes amis. Je crois que dans ce pays, il est maltraité. Je crois que dans ce pays, voilà, le problème, c'est qu'on a une cause très noble défendue par de très mauvais médecins. C'est une évidence. Autrement, on n'aurait pas les bilans que nous avons aujourd'hui. Je me suis imprégné depuis quelques semaines, parce que ma conscience m'y a appelé, au problème des déchets en Corse. Mes amis, c'est une catastrophe. Nous avons le bonnet d'âne de toute l'Europe. Et nous sommes ceux qui payons le plus cher. C'est une catastrophe d'irresponsabilité. Nous sommes dans une société à responsabilité limitée. Bon. Par contre, ce que je crois profondément, c'est qu'aujourd'hui, il y a une société civile. Vous en êtes ici. Hein. Cette initiative-là, elle est précieuse. Parmi tant d'autres. Parmi des dizaines et des dizaines d'associations qui sont véritablement les héros de la Corse d'aujourd'hui. Les vrais. Ceux qui agissent. Ceux qui ont empêché une usine de tri mécanobiologique à Talone. Ceux qui font un travail tous les jours sur les plans d'aménagement de ce territoire, etc., etc., qui remportent des combats de titans dans la non-violence. Ils ne mettent pas de bombes. Mais aujourd'hui, ils sont connectés. Un réseau de confiance est en train de se tisser. Cette société civile, pas celle qui va dans les cocktails. Hein. Je ne parle pas de celle-là. Moi, je parle de celle qui travaille. Comme nous le faisons. Et je le dis sans aucune arrogance. Comme nous le faisons, comme d'autres le font. Celle-là, elle est en marche. Celle-là, elle a besoin de vous tous. Celle-là, elle a besoin de citoyens corses debout. Pas des dos courbés, des gens qui lèvent la tête. Des gens qui ont envie dignement de vivre dans ce pays. Qui ont besoin d'une démocratie. Pas une démocratie de guignol, une véritable démocratie. Et ça, c'est ça qu'il faut tisser ensemble. Mais ça, c'est à notre portée. Et ceux qui, d'une certaine manière, nous interdisaient ou nous empêchaient ou retardaient d'une certaine manière ça, c'est justement un monde où, pour ou contre la violence, tu es pour ou contre, toi? Ah, si tu es contre, tu comprends. Ah, si tu es pour, ah, tu comprends. On ne met pas des bombes avec des familles. Hein. Ce qui veut dire donc que quand on met des bombes, d'une certaine manière, bien sûr on a du courage, bien sûr on peut être sincère, bien sûr on peut défendre une cause noble, mais on met à l'écart toute une grande partie du peuple. Et c'est bien ça le problème, et c'est ça qu'il faut retrouver, cette conscience. La société corse est aujourd'hui une société en pièces détachées. Et c'est ça qu'il faut reconstituer, c'est ça qu'il faut tisser. Et surtout, savoir que les frères, nous n'en avons pas qu'en Corse. Les frères, nous en avons partout dans le monde. Et c'est ce scénario-là que la non-violence nous offre aujourd'hui. Il y a des gens qui sont prêts à faire des heures de silence pour la justice en Corse, à Nancy, à Montpellier, à Strasbourg ou à Paris. Excusez-moi, mais c'est ça la bonne nouvelle. C'est cette société civile qui est en marche, et là, la non-violence est une boussole incroyable, qui a une force incroyable. N'oubliez jamais, hein, c'est comme ça que Martin Luther King a gagné son combat. C'est comme ça que le Tibet résiste face à la Chine aujourd'hui. Parce que si le Tibet était violent, il y avait très longtemps que son problème était réglé. Alors vous me direz, oui, mais c'est pas encore la panacée. Je vous le concède, effectivement. Mais avec la non-violence, ils ont épargné le pire à leur territoire. Parce qu'il suffirait d'une petite pirouette pour qu'on les envoie tous en l'air. Je crois que c'est ça la vertu de la non-violence. Des moyens nobles pour défendre des causes nobles. En tout cas, vous avez bien de la chance, les Corses, d'avoir un tel personnage, un tel monsieur qui parle et qui agit de cette manière et qui reste à suivre. Je vous engage à le suivre. Et maintenant, je vous engage à poser vos questions. Ou vos témoignages. Si vous en avez. Cyril, là, ce monsieur, ou vos témoignages, ajoute Jean-François. Merci. C'était vraiment un moment d'humanité, un moment extraordinaire que de vous écouter avec, comme il vous l'a été dit à l'instant, avec le calme, je suis là, voilà, avec le calme que vous avez manifesté. Je voudrais d'abord faire une remarque et puis ensuite poser une question. La remarque est la suivante. Moi, j'ai été élevé et j'ai vécu en région parisienne. J'avais une idée de la Corse et il se trouve que depuis quelque temps, je suis partiellement installé en Corse. Et je vous assure que pour avoir vécu ailleurs, même si je sais qu'il y a ici parfois des gens violents, qu'il existe des actes de violence, je vous assure que la violence n'est pas perceptible au jour le jour et que la société ici, par rapport à celle dans laquelle j'ai toujours vécu, paraît incroyablement paisible. Il y a plus de sourires, on respecte les personnes âgées, on regarde avec bienveillance les enfants, on laisse passer les gens sur les passages cloutés, mais je vous assure que quand les continentaux
qui connaissent bien la Corse parlent entre eux de la Corse, ils n'en parlent pas de façon caricaturale, tout en sachant qu'il y a des problèmes. Et face à ces problèmes, je voulais dire que j'admire profondément les gens qui, comme vous, agissent, parce qu'il s'agit d'action et non pas de renoncement. J'admire profondément les gens qui, comme vous, agissent pour mettre dans notre tête et dans la tête de plein de gens la petite graine qui fera qu'il y aura de plus en plus de justes sur cette terre. Merci pour ça, c'était ma remarque. Maintenant, ma question. Je suis persuadé que dans les sociétés, on va dire, démocratiques, face aux injustices, face aux aberrations que les sociétés démocratiques peuvent produire, il me semble que, en termes d'efficacité, la non-violence est ce qu'il y a de mieux, même si c'est pas l'absolu, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, face aux groupes, aux sociétés non démocratiques, voire profondément fascisantes, est-ce que la non-violence peut être une réponse? Je prends un exemple, et puis ensuite j'en aurai fini avec ma question. Si l'on prend le cas des chrétiens aujourd'hui dans certaines régions du Proche-Orient, du Moyen-Orient, en Irak, en Syrie ou dans d'autres endroits, est-ce que ces gens-là peuvent utiliser la non-violence pour se sortir de la barbarie dans laquelle ils trempent? Voilà, c'était ma question. Est-ce que la non-violence peut toujours être une réponse face au conflit? C'est une très bonne question que l'on pose souvent à la non-violence. Bien évidemment, quand les kalachnikovs sont là, vous imaginez bien qu'on a tous intérêt à se protéger, à fuir, bien évidemment. Il ne s'agit pas... la non-violence n'est pas naïve. Mais j'ai envie de vous dire que, d'abord, dans tous ces pays-là, il y a des mouvements non-violents. Il y en a en Israël, il y en a en Syrie, il y en a partout dans le monde, dont on parle très peu, bien évidemment, parce que ce qu'on nous vend, c'est le conflit armé, avec toutes ces illusions. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il suffit de 3 hommes pour mobiliser 10 000 hommes pendant 3 ans en France. 3 hommes. Pour mobiliser 10 000 hommes, c'est-à-dire une armée, pendant 3 ans. Donc les armes ne protègent plus aucun pays au monde. Les armes ne protègent plus aucun pays au monde. C'est une donnée, c'est une vraie donnée. C'est une réalité dont il faut prendre acte. Alors, bien sûr, quand les kalachnikovs sont là, c'est difficile. C'est la question que l'on posait. Oui, alors face à Hitler, vous faites comment avec la non-violence? Effectivement, quand les kalachnikovs sont là, c'est déjà un peu tard. Mais avant les kalachnikovs, que faisons-nous? Quand on a commencé à donner le nom des juifs, qu'est-ce que j'ai fait? Quand on a commencé à mettre une étoile jaune, qu'est-ce que j'ai fait? Quand on a commencé à dire il faut les repérer dans les rues, qu'est-ce que j'ai fait? Là est la véritable question. Regardez l'exemple du Danemark. C'était un des pays où, justement, les gens n'ont pas accepté. C'est un des pays où il n'y a pas eu quasiment de déportés. Je crois que c'est ça, c'est avant, en amont, que pourrons-nous faire. Et bien évidemment, quand la crise est là, quand les kalachnikovs, quand les armes sont là, on a à la fois raison de se protéger, mais on n'a jamais raison de désespérer et de dire que c'est en ensemençant ces graines-là que l'on peut. On voit bien aujourd'hui que les armes sont une illusion. Il y a une incompétence universelle de la violence à régler quelques problèmes que ce soit de manière durable. On peut, sur un point précis, névralgique, régler un problème. Ça, mais durablement, voilà. Mais durablement, on ne le règle pas. Donc fondamentalement, je crois que c'est des armées de non-violents qu'il faut. C'est des bataillons de non-violents qu'il faut. Imaginez si cet outil-là était aussi disponible que le sont les armes aujourd'hui dans le monde. Et ça commence dès l'enfance, mes amis, je vous signale. Ça commence par la prégnance extrêmement importante de la violence sur tous les écrans, que l'on reçoit très très tôt, et qui est aujourd'hui bien expliqué par la neuroscience. Il est expliqué qu'un message publicitaire se vend beaucoup mieux après un choc émotionnel. C'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup de violence sur les écrans. Parce que ça pénètre mieux dans votre cerveau, ça le manipule mieux. Vous avez un choc émotionnel, le message est mieux reçu. C'est la raison pour laquelle la pub arrive toujours après un moment. C'est expliqué aujourd'hui, c'est démontré, quoi. Donc nous sommes dans un monde de plus en plus toxique, de plus en plus dangereux, qui élève des crocodiles. Il faut frapper, il ne faut pas te laisser faire, ne te laisse pas marcher sur les pieds. Pourtant, dès que vous ensemencez, j'ai eu un exemple très concret. L'autre jour, il y a un petit mois, j'ai fait une rencontre dans un lycée à Héroux. C'est pour vous dire que pour nous, c'est quelque chose de très très concret.
Et donc j'ai parlé de non-violence avec des lycéens de seconde, première et terminale. Et l'autre jour, une amie me téléphone, tu sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais chez ma coiffeuse, elle me raconte, elle me dit, mon fils l'autre jour, figure-toi, il a eu un copain qui est venu, il a dit, tu veux descendre un peu la maison, il a fait descendre l'appartement, il est sorti, il lui a donné 2 coups de poing dans le ventre, et il est parti. Alors la mère lui dit, pourquoi il s'est passé ça? Alors il explique, il dit, bah ouais, parce que je sais qu'il a fait circuler des photos assez osées de sa copine sur Facebook et tout ça, j'ai été le dire à sa copine. Et sa copine a rompu avec lui. Il dit alors, il dit voilà, alors après il est venu me chercher, et tout ça. Il dit mais tu sais, j'étais plus grand que lui, j'aurais pu lui casser la gueule. Hein. Il dit mais je l'ai pas fait. Parce que j'ai entendu ce truc sur la non-violence et j'ai pas voulu devenir ce qu'il voulait que je devienne. J'ai pas. Oui, ça, ce simple geste-là. Non seulement la leçon que lui a reçue, mais celle qu'il a donnée à l'agresseur. C'est une leçon magistrale. C'est une leçon de vie profonde. Je crois que c'est ça, oui. Donc chaque être humain, moi je crois profondément à l'éducabilité de chacun. Sauf que nous sommes dans un monde toxique. Et on vous laisse croire que c'est comme ça que tu vas défendre, c'est comme ça que tu vas exister. Et donc aujourd'hui, dans ce monde qui nous stresse tous, on touche à mon rétroviseur et je pète comme un truc, c'est incroyable. Je suis prêt à tuer le monde entier, quoi. Je crois que c'est de ça dont il faut se méfier. Gérer ses émotions, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et la non-violence nous apprend ça. Je ne veux pas tomber dans le piège. Je veux faire mieux que le crocodile. Le crocodile, c'est toi ou moi. Et bien nous avons la chance d'avoir un deuxième et un troisième cerveau. Et c'est ça, là. Et dans tous les contextes, je crois que c'est ça qui nous sauve. Ceci dit, les agoras où cet ensemencement est possible manquent cruellement, parce que ce monde est toxique et qu'il est envahi de ces flashs, de ces images dès la plus tendre enfance. On a une question sur notre gauche, au fond du patio. Bonsoir. Je me posais la question, quels sont les outils au service du militant non violent, non pas contre la violence qui est dirigée contre lui, mais la violence qui va dans le sens de son idée, contre ceux qui utilisent la violence dans le même but que lui. Vous voulez dire, j'ai pas bien compris votre question, excusez-moi. Comment un militant non violent ou les militants non violents peuvent-ils réagir face à la violence de quelqu'un qui cherche la même chose que lui. Qui cherche la même chose que lui, exactement. En lui disant, attention, il y a une contre-productivité de la violence. La violence, elle sera utilisée par ton adversaire, qui aura désormais des arguments contre toi. C'est exactement ce qui arrive à la Corse. C'est-à-dire la Corse, en défendant une cause juste, on a transformé des paysans en terroristes. Des hommes sincères en preneurs d'otages. C'est que dès qu'une arme pénètre, dès que vous utilisez le mauvais moyen, c'est d'abord exploité par l'adversaire. Ça vous coupe de l'opinion publique. Qui est-ce qui va défendre celui qui est violent, celui qui tire, etc. Même si on reconnaît que la cause. Le problème avec la violence, c'est que dès qu'elle est là, elle prend toute la place. On ne parle plus que d'elle. La raison pour laquelle nous étions en conflit n'existe plus. Le conflit disparaît. C'est le propre du conflit corse. Il n'y a pas de conflit corse. Il n'y a que des Corses violents, xénophobes, qui veulent je ne sais quoi. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils veulent. C'est ça le problème de la violence. La non-violence, par contre, elle pose le conflit. Et le conflit fait partie de la vie. Or, très souvent, je le disais tout à l'heure, dans nos sociétés, on évacue le conflit. Il n'y a pas de conflit corse. Qui a parlé d'un conflit corse? Il n'y a que vous qui en parlez. Au niveau international, il n'y a pas de conflit corse. Il y a des Corses violents, racistes, un peu mafieux, un peu ci, un peu là, etc. Donc vous voyez, l'écueil que donne la violence, c'est celui-là. Quelle que soit ta sincérité, tu seras piégé par l'arme que tu utilises, qui va d'ailleurs coûter très cher. Qui va te coûter très cher. Tu vas t'y abîmer, tu vas en abîmer d'autres. Et tu vas porter ce poids-là. Et tu seras mis dans la case qui n'est pas la tienne. Tu croyais être un résistant, mais tu seras un voyou. Voilà ce en quoi la violence nous piège. Elle prétend nous libérer, mais elle ne nous libère pas. Et très souvent, d'ailleurs, elle traite les meilleurs, les plus vivants de cette manière-là. Parce qu'en face, il y a des outils. C'est Martin Luther King disait, mais prendre des fusils, oui, d'accord, mais si tous les fusils sont en face. C'est ce qui s'est passé au Larzac. Au Larzac, des paysans, c'était à la même époque à Leiria en Corse, des paysans se sont indignés parce qu'on voulait faire de leur terre un camp militaire. Ben, tous les paysans, les hommes de 70 ans, ils disaient, mais nous, maintenant, on dort avec le fusil dans la chambre. Ah bon? Et il y a un mec qui est arrivé, il s'appelait Lanza del Vasto,
un grand monsieur, un merveilleux monsieur, bien sûr un apôtre de la non-violence, qui a dit: mes amis, attention, vous faites fausse route. Ah bon? Il faut sortir les fusils de champ, c'est pas avec les fusils que vous allez gagner. Hein. Parce que les fusils en face, vous aurez une armée. Hein. Donc c'est pas vous faites fausse route. Est-ce que vous avez vu le succès du Larzac? Comment est gérée cette terre aujourd'hui? C'est un des plus beaux exemples de gestion collective. Ils ont utilisé des brebis qu'ils ont emmenées sous la tour Eiffel, ça fait une image dans le monde entier, ça fait converger vers eux toute une crédibilité internationale. Vous allez recevoir dimanche Jean-François Julliard de Greenpeace. C'est quoi les actions de Greenpeace? Préparation, intelligence, organisation, visage découvert, crédibilité internationale, pas de violence, des actes réfléchis, organisés. C'est ça la force. Si nous avons ça, mes amis, nous sommes imbattables. Nous sommes invulnérables. Si par contre nous tombons dans le piège en disant: mais attendez, nous on va régler les comptes. Ben oui, effectivement. Nous sommes sincères, nous avons du courage, nous nous sacrifions même. Nous sacrifions les vies des autres, nous ne les oublions pas non plus. Et voilà, donc la non-violence, c'est d'être à la fois du côté des victimes, oui, et du côté des combattants, mais elle dit: attention, veille aux moyens que tu utilises. La fin est dans les moyens comme l'arbre dans la graine. La violence que tu utilises, tu la retourneras contre toi à un moment donné. C'est ce qui arrive à la société corse aujourd'hui. Hein. Cette prégnance d'une criminalité qui nous opprime, d'une impunité qui nous opprime, cette confusion totale, ce déchirement de la population, cette résignation des citoyens, on le voit bien, vous le sentez bien, ce fatalisme, cette résignation acquise, vous savez, c'est l'histoire des expériences qui sont faites sur les petits chiots, hein. Dès qu'ils sentent l'électricité une fois, deux fois, ils ne bougent plus, hein, ils restent à leur place. Hein. Il faut les rééduquer, il faut leur réapprendre qu'il y a d'autres méthodes et que c'est possible. Il y a une autre question. Monsieur Bernardini, bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre intervention. Merci d'avoir partagé votre vision du monde, votre philosophie. Moi, ce soir, j'ai acquis la conviction que si demain une action doit être faite ici, ça sera par le biais de la non-violence. Alors, la non-violence, oui, mais comme moyen, mais est-ce que c'est vraiment la fin? Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que la finalité, c'est de tuer ses préjugés, de tuer ses images, de tuer ses caricatures pour arriver à un statu quo? Récemment, j'avais une discussion avec une personne que je respecte beaucoup, qui déplorait, par exemple, et c'est une opinion que je crois assez partagée ici, un manque de transmission de valeurs, un manque de transmission de culture, et qui désigne une entité comme coupable. Et cette rancune, on l'a bien compris ce soir, il faut l'éliminer. Mais pour moi, ce qui fait que le papillon est papillon, c'est parce qu'il a été chenille avant. Alors, ma question, c'est jusqu'où est-ce qu'il faut regarder en arrière pour avancer? C'est pas regarder en arrière, c'est nommer la vérité. On ne peut guérir que si la vérité est nommée. Une femme violée ne trouve la résilience que si le viol est reconnu. Vous ne pouvez pas seulement lui dire: mais je te paye une voiture, une bagnole et un appartement, ça va quoi. Non, c'est pas ça que je veux. C'est nommer la vérité. La vérité sur la Corse n'est nommée, n'est dite nulle part. Ce trauma dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il ne s'agit pas de regarder en arrière. Regardez le processus de réconciliation entre les aborigènes et l'Australie. J'ai rencontré à une conférence Kevin Rudd, ministre australien, qui a écrit cette lettre de réconciliation entre les aborigènes et l'Australien. Je pourrais vous la lire, c'est à pleurer, parce que ça soulage par la vérité. Enfin, je nomme les choses. Je dis les choses. Je ne te réduis pas aborigène en une espèce de sous-humain. Non, bien sûr, l'histoire, elle a été ce qu'elle a été, mais aujourd'hui, je nomme la vérité. C'est bien ça, la question de la Corse aujourd'hui. C'est dire cette vérité. Il ne s'agit pas de revanchisme, il s'agit d'avancer ensemble. Je le disais tout à l'heure, moi, mon humanité, ma corsitude, je la défends aussi bien ici qu'à Saint-Denis. Je mets autant d'énergie à apprendre la non-violence à des jeunes d'Île-Rousse qu'à Saint-Denis, ou dans les quartiers nord à Marseille. C'est ça notre nouvelle manière d'être corse. Les justes avec les justes. Mais si nous apprenons ça, mes amis, mais nous allons être plus forts que tout, parce qu'aujourd'hui, le vrai danger, c'est plus un État qui colonise la Corse. Le colonisme, il est mondial aujourd'hui. C'est un colonisme mondial. C'est Monsanto qui rachète toutes les semences du monde. Voilà un colonisme qui devrait tous nous mettre debout, parce que c'est inacceptable. Donc il s'agit à la fois de nommer la vérité, de ne pas regarder en arrière, et dire à partir du moment où la vérité est nommée, avec une vraie boussole, avec des vraies aspirations qui sont des aspirations. Chaque être humain sur Terre a droit à sa vérité. Les Corses ont droit à leur vérité, culturelle, linguistique, historique, humaine, leur savoir-faire. Je comprends parfaitement que nous disions, nous Corses, je me sens plus chez moi, je ne peux plus acheter un bout de terre.
Je suis obligé d'épeler mon nom à chaque fois que je vais quelque part. Je comprends que ce soit une douleur profonde. Je comprends qu'on se sente déboussolé. En même temps, ne faisons pas de ce mal que nous ressentons, ne l'adressons pas à l'autre. Je ne veux pas blesser parce que moi j'ai été blessé, je ne veux pas menacer parce que moi je suis menacé. Nous allons nous mettre ensemble, nous allons œuvrer ensemble pour cette humanité-là, de diversité, d'humanitude, de non-violence bien évidemment. Et là c'est un outil libérateur, c'est un outil émancipateur. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, il n'est pas enseigné, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de chaire de non-violence dans aucune université de France. Y en aura-t-il un jour à Corté? J'ai envie de dire, il serait temps, ce serait merveilleux, quoi. Parce que c'est dangereux, parce que ça met les gens debout, vous comprenez. Ça met les gens debout. Et il faut ensemencer ici et là les Rosa Parks de la Corse. Les gens qui lèvent le doigt et qui disent la vérité. Tous ces gens, on le voit bien, nous, tout autour de nous, parce que notre société, elle est faite par des politiques, vous le disiez tout à l'heure, mais elle est faite aussi par nos renoncements à nous. Tous, quotidiens, nos petites lâchetés, nos petits trucs, nos petites résignations, nos peurs, nos angoisses. C'est de cela dont il faut de se désinhiber. Mais pour cela, il faut de la confiance, vous avez bien raison. Il faut redonner force aux citoyens. C'est ça la force de la société civile. C'est connecter les gens, c'est la force de la culture. Le 5 août, on fera une journée à Corté qui s'appelle Insam Mesibo. Ensemble on peut. Pour que justement ces forces vives disent, mais effectivement, là c'est une base de confiance. Il n'y a plus de terre ferme dans notre société. Je ne sais plus à qui je parle, pour qui tu roules, qu'est-ce que tu fais. Et ça, bien évidemment, ça rend toute coopération extrêmement difficile. Ça nous rend beaucoup plus vulnérables. Chacun est isolé face à un système dont on dit on ne peut rien faire. Est-ce qu'un non-violent, ça se met en colère? Un non-violent, il se lève à 4 heures du matin pour dire mais comment je réponds à ça? Mais un non-violent, c'est un combattant, un non-violent. C'est un homme en colère. Si nous mettons autant d'énergie à ça, dites-vous bien que ce n'est pas parce qu'on a du temps à perdre. Je vous jure qu'il y a 1000 autres occupations qui me passionnent. Mais c'est parce qu'il y a un besoin urgent dans ce pays d'alphabétiser et de ne pas voir des destins qui se brisent parce qu'on utilise des mauvais outils. Et d'aller voir des gens en prison depuis 30 ans et qui rentrent chez eux non pas comme des héros, mais comme des voyous. Ils n'ont pas le retour à la Mandela. Ah non, ça je vous le dis. Et ça c'est nous, quoi. Ils n'ont pas des retours à la Mandela, et pour cause. Parce que la violence, elle pervertit, elle ne le permet pas, etc. C'est ça la tragédie, quoi. Tu as autant donné, tu as autant payé, et quand tu rentres chez toi, tu rentres tout seul et tu vas t'enterrer dans ton village. Je vous jure. C'est ça dont il faut qu'on prenne acte. C'est ça qu'il faut empêcher. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de ça, mes amis. On va faire beaucoup mieux. On va déposer les armes, mais pas pour prendre la retraite, pas pour rentrer chez nous, pour en prendre d'autres, beaucoup plus efficaces. Ça, c'est le dilemme. Ça, c'est le défi. Ça s'apprend. Effectivement, demain, vous voyez, à l'université de la non-violence, on ne sera pas 2000. On ne sera pas 2000. Pas encore, j'ai envie de vous dire. Mais on le sera un jour. Bien sûr. Une question à gauche, et on va y venir devant. Il y avait d'abord un doigt derrière. Oui, bonjour, j'arrive du continent pour participer à ces journées. Ça, il me semble reconnaître la voix de Jacques Testard, C'est moi, nos oui. intervenants. Et je suis vraiment très heureux que ça commence aussi bien avec tellement d'intelligence. Donc je vous remercie beaucoup pour votre intervention, pour votre éloquence. J'ai deux questions. Je viens d'en ajouter une troisième parce que vous venez de parler d'humanitude. Comme c'est le titre de mon dernier livre et que c'est pas un mot qui est dans le dictionnaire, je voudrais savoir dans quel sens vous l'utilisez. Mais les deux questions, c'était finalement votre combat est éminemment politique au sens noble. Vous venez de parler des multinationales. Est-ce que vous envisagez de le porter sur le terrain politique ou est-ce que vous le faites déjà? Donc voilà une question. Et l'autre question, c'est à propos de l'histoire de la Corse. Vous avez bien expliqué que la violence corse, finalement, elle est une réponse en miroir à la construction d'une image du Corse violent, avec les fusils, les bagarres. Mais vous n'avez pas, enfin, je n'ai pas entendu comment cette image s'est forgée. Pourquoi on ne l'a pas fait avec les Bretons, les Alsaciens? Pourquoi on l'a fait avec les Corses? Voilà. Alors, c'est peut-être ça la spécificité insulaire. Oui, si vous avez entendu ce que disait Rocard devant l'Assemblée nationale, la conquête de la Corse par la France, il a fallu une guerre qui a fait 2 fois plus de morts qu'en Algérie. Ça, c'est la violence inaugurale, j'ai envie de dire. Il n'y avait pas à l'époque de crimes contre l'humanité.
Mais si cette notion avait existé, ce serait un crime contre l'humanité. C'est un génocide. C'est un génocide, tout comme la guerre de 14 a été dans ce pays une sorte de génocide larvé. Donc voilà pourquoi en soi, il y a effectivement un particularisme de l'intensité de cette violence subie par les Corses, et qui ensuite a engendré un certain nombre de réactions, d'abord de résignation, de fatalisme, et puis de réactions, etc. Bref, ce que vous disiez tout à l'heure sur l'humanitude, l'humanitude, c'est un mot merveilleux, je sais que c'est un des titres de vos livres, et je crois que l'humanitude, pour moi, voyez, ça part de choses très très simples. Ma mère était épicière dans un petit village de Corse, et quand les gens venaient, je l'ai entendu dire 100 000 fois « Pagherede quando boboede » « Vous paierez quand vous pourrez ». C'est ça l'humanitude. C'est-à-dire, je dis non à ce système qui nous broie au quotidien. Si nous retrouvions 1% de cette confiance-là, mes amis, dans la société, je vous jure que le monde changerait profondément. Et la société corse, elle a toujours fonctionné comme ça. Mais toujours. C'est pas que ma mère, c'est toutes les familles qui ont fonctionné comme ça. C'est ça les lignes de force de cette société paysanne, qui est profondément similaire à la société paysanne universelle, celle du monde entier. C'est en quoi nous sommes frères avec tous ces gens-là, avec les paysans indiens, avec les paysans amazoniens. Si avec la fondation de Corse Humani, nous soutenons le peuple Sarayaku en Amazonie pour qu'ils puissent envoyer leurs enfants à l'université, si nous soutenons des gens comme Xavier Plaça qui luttent contre le travail esclave au péril de sa vie au Brésil, c'est justement parce que nous sommes frères en humanitude. C'est ça l'humanitude. Alors vous me posiez la question sur la politique, mais on est sur le terrain politique, mes amis. Sauf qu'on ne demande pas de strapontin, on ne demande pas de poste, on demande juste à activer tous ensemble le pouvoir des sans-pouvoirs, poser des questions. Et vous le voyez très bien que ça n'est pas simple de faire entendre les questions que l'on pose aujourd'hui. Je répète, il faut des agoras pour ça. Il faut Bien sûr, il faut des agoras. Il faut une force incroyable. Donc ça ne veut pas dire, il suffit juste de dire je suis sage, je pose des questions, il faut se faire entendre. Mais la force du peuple, mes amis, si on retrouve ça, mais on remet ce pays debout. Sauf que nous ne sommes pas, quand j'entends dire la Corse est un pays qui lutte, non, la Corse n'est pas un pays qui lutte. Non, nous ne luttons pas. Oui, on a pris des coups. Oui, nous sommes fatigués. Oui, nous sommes résignés. Oui, à chaque fois qu'on a levé le doigt, on a pris dessus. Alors là, maintenant, on a compris. C'est comme le chiot, à chaque fois que vous l'approchez, vous donnez un coup de pied. Et bien, quand il s'approche, là, il est méfiant. C'est ça que nous vivons. Et en plus, bien évidemment, nous avons des faux médecins autour de nous qui nous laissent croire que tous les problèmes sont réglés, alors qu'aucun problème n'est réglé. On entend des choses ahurissantes dans ce pays. On les lit tous les jours dans la presse. Ça fait partie de notre bain quotidien, quoi. Des mensonges incroyables. Mais c'est notre normose. C'est notre normose. La vérité n'est pas sur la place publique en Corse. En particulier sur le thème de la justice, mes amis. Mais on vit des choses invivables. Est-ce que vous savez que toute personne qui est assassinée en Corse est immédiatement criminalisée? C'est-à-dire que pour transformer quelqu'un en salaud dans ce pays, il suffit de l'abattre. Si demain c'est moi qu'on abat, et si c'est des professionnels qui le font, eh bien la rumeur laissera entendre que j'avais fait un truc. C'est incroyable. C'est-à-dire, on n'enterre pas seulement des cadavres, on enterre la vérité, la dignité, l'honneur des familles. Comment voulez-vous après retrouver les forces pour défiler dans la rue, pour demander justice pour un père, un voisin, un frère, un mari, dont on dit que, ah oui, mais c'est plus possible, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Donc oui, c'est une action éminemment politique. C'est une action éminemment politique, mais nous ne sommes pas candidats. Très bien. Et une question devant. Il nous faut arracher la joie aux jours qui filent. Vladimir Maevski, oui. Et à l'extrême gauche, Jean-François. Bonsoir. À l'extrême gauche de l'affiche. Oui. Que lisez-vous? Le Printemps des poètes. Oui. Printemps des poètes. Corticcio, Printemps des poètes. Et en dessous, Portici. Sous Porticcio, vivre en poésie. C'est ça? Vivre en poésie. Oui. Ville en poésie de 2015 à 2017. D'accord.
Je retire sciemment une phrase que vous avez prononcée. Personnellement, je n'aurais jamais osé, dites-vous. Vous, le musicien du XXIe siècle, cette phrase, je m'en sers pour vous lancer un défi. Vous pouvez montrer l'affiche par contre parce qu'elle est aussi grande que France Bleu, RCFM. C'est le thème du Printemps des poètes de cette année. Savez-vous que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir de Paris, donc de M. Jacques Lang et ses complices, on va dire, le label Ville en poésie pour la commune que j'habite et où j'ai élevé mes enfants, qui s'appelle Portich. J'habite la Corse depuis 30 ans, j'en ai 60 depuis quelques jours. Je vous ai donc connu à Solenzar, à Propriane, et je vous ai reconnu à Portich. Accepteriez-vous, Jean-François, de m'accompagner humblement, puisque je ne suis qu'une récitante en poésie? Je ne lis pas ma poésie, je mets en lumière la poésie des autres. C'est tellement plus confortable, vous comprenez? C'est tellement plus facile d'être accroché à une association Les Mots d'Azur, à Mouansartou. Là, je peux dire, je peux lire, je peux écrire ce que je ressens dans l'île. Vous me connaissez puisque je vous suis dans tous vos concerts. Donc je vous invite en public à répondre à mon défi de bretonne. Je viens de Guingamp, région qui vous vénère, région qui vous déifie. Ça existe le verbe, je crois. Région que vous aimez et région qui vous aime. Accepteriez-vous entre un vendredi, ça s'appelle des goûters poétiques, on parle à bâton rompu, on fait éventuellement, puisque de l'âge de 3 ans jusqu'au collège, jusqu'en 3e, je vais bien sûr bénévolement dans les écoles pour lire de la poésie à titre bénévole. Je viens d'avoir le titre de coordinatrice culturelle il y a quelques jours par Valérie Boggs. Accepteriez-vous donc de venir un vendredi, c'est-à-dire entre mi-septembre et mi-novembre, le vendredi 13 étant réservé à une conférencière qui vient de Menton sur Jean Cocteau et la poésie? Accepteriez-vous de venir? Accepteriez-vous, Jean-François? J'accepterais bien volontiers, tout à fait. Oui, j'accepterais. J'ai remarqué que là où je vais, je trouve du boulot. Donc, généralement, quand je dis je fais, c'est mon problème d'ailleurs. Je vous propose de prolonger cette conversation avec Jean-François directement. Juste un mot sur la poésie, parce qu'on est dans un monde où on invite tout le monde à arrêter sa carrière de poète à l'âge de 5 ans. Et je crois que ça, c'est terrible pour le monde. On ne doit pas. Et le but de la poésie, justement, c'est de révéler l'identité du monde. On écrit ce que le monde nous dicte, c'est ça. Et bien écrire, ce n'est pas enchaîner les mots, vous voyez. J'ai jamais pensé ça. Que bien écrire, c'était faire des rimes, c'est enchaîner les mots. C'est vivre pour les mots. C'est vivre pour les mots que l'on écrit. Et ça, je vous jure, c'est exigeant, quoi. Mais c'est merveilleux. Ça fait plaisir d'entendre ça, non? Vivre pour les mots que l'on écrit et que l'on chante. Je ne vois pas... Voilà, je vois Cyril, un bras qui se lève. Et encore deux. Buonasera a tutti. Salut. Salut. Je crois que pour moi, c'est le moment de signaler ce qui se passe actuellement au Pays Basque. Je crois que c'est vraiment une des expériences collectives qui est en train de se développer et qui présente vraiment en concret, à leur façon, beaucoup de choses que l'on a entendues ici. Donc je voudrais le signaler à l'assistance. C'est le processus de construction de paix au Pays Basque. Je vous invite à aller voir sur Internet. Et il y a au niveau d'un peuple, je voudrais savoir, Jean-François, ce que tu en penses, si tu l'as suivi, il y a au niveau du peuple basque un processus qui se développe avec l'ensemble des valeurs qui sont présentées ce soir et une recherche vraiment collective qui se heurte pour le moment à un seul obstacle, le refus, mais alors vraiment obstiné, des deux États, l'État espagnol et l'État français, de faire le moindre pas vers
une paix au Pays Basque. Je ne voudrais pas m'étendre là-dessus parce que, bon, c'est un exemple tout à fait spécifique, mais je crois que l'ensemble des valeurs qui ont été présentées ce soir et des principes, etc., sont en œuvre actuellement au Pays Basque. Je me souviens de notre première université de la non-violence, il y a 4 ans, à Sisque, où il y avait des Basques qui sont venus. C'est la première université de la non-violence. La deuxième petite anecdote, c'est que ce soir-là, sur le pare-brise de ma voiture, il y avait un petit mot, et rentrant le soir, je le lisais, qui écrivait « Qui vous finance ?» C'est le peuple qui nous finance, vous voyez. C'est le peuple. C'est le peuple nouveau, le peuple européen qui nous finance. C'est des Corses, c'est des Continentaux, c'est des Belges, c'est des Hollandais, c'est des Allemands, c'est des Suisses. Qui finance une graine qui ne cherche qu'à germer. Voilà. Eh bien, nous avons décidé de nous payer ce luxe de la non-violence, de la terranea, d'ensemencer des nouvelles châtaigneraies, d'installer des bergers à Moïle, de soutenir les Sarayaku, d'être frères avec les gens qui luttent contre le travail esclave en Amazonie, d'apprendre à des jeunes lycéens corses à traduire Reina Maria Rilke, Anna Gavalda ou d'autres. C'est ça notre luxe. Très bien. Et donc, par rapport à votre question, bien sûr, je suis d'assez loin, j'ai beaucoup d'amis au Pays Basque, où nous allons chanter très très souvent. Au Pays Basque, la non-violence a fait déjà une marche déjà bien importante. Alors bien sûr, un État, il peut refuser, quand la violence est là, un État, il peut faire son mur. Je crois qu'il ne pourra pas, très longtemps, résister à un peuple debout, à un peuple non-violent, à un peuple qui exprime sa vérité. Et ça, je crois profondément, et je crois qu'aujourd'hui, la grande majorité des Basques sont convaincus de cela. Ce sont eux qui sont à l'origine, par exemple, des initiatives comme Alternativa. Est-ce que vous avez vu la portée de cet événement-là? Alternativa, j'ai été participer là-bas à cette Alternativa l'an dernier à Bayonne. Cette année, ils en ont organisé des dizaines à travers la France. C'est ça la bonne santé. C'est ça la salutogénèse. Nous prenons le pouvoir des sans-pouvoirs. Et avec nos 10 doigts, nous avons un pouvoir énorme, bien supérieur à celui des armes, bien supérieur à celui des bombes, qui nous piègent d'ailleurs, et qui donne tous les arguments à l'État en face pour dire non, mais c'est pas recevable. Donc je crois profondément à ces stratégies-là. Alors bêtement, il y a des signes de reconnaissance entre non-violents, justement. Je pense par exemple à des mouvements comme ceux qui sont masqués. Oui, Anonymous. Voilà, ils sont reconnaissables. Oui. Je pense à Greenpeace, le logo de Greenpeace, le logo d'Amnesty International. Tout à fait. Les hommes ont tous besoin d'un drapeau pour se sentir emportés vers un objectif. Ouais. Ben Suggestion. Moi, il m'est arrivé en Allemagne de dire que notre signe de ralliement pour la non-violence, c'était ça. Regardez bien. Vous savez, ça, c'est le signe de mort. Ça, c'est le signe de vie. En même temps, c'est la carte de la Corse. Et donc, c'est une certaine manière de dire, ben voilà, et quand on s'est retrouvé à Ilrousse pour les 3 jours de la non-violence avec 200 lycéens, ils ont tous fait ça. Et je peux vous dire que c'est une force et une énergie incroyable. Dommage que je n'ai pas mis sur l'affiche. Hein. Ouais. Non, mais vous avez fait mieux, vous avez enlevé le point d'interrogation. Il y a une autre question. Oui, buonasera. Bonardi, Feligiolo. Entre fils d'épicier, donc on va s'entendre. Mamadino, DJ, Bagarette, et bon. Voilà. Non, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on puisse reconnaître une société qui avance et qui va nous manger, et une civilisation qui va disparaître. Je m'explique. Il faut faire attention, parce qu'y compris même dans la poésie, vous pouvez vous retrouver dans un village où il n'y a pas beaucoup de poètes, puisqu'on est là pour se dire la vérité. Moi, je dis souvent, ils ont le temps, nous avons la montre. C'est-à-dire que nous avons nos voix, notre cœur, notre esprit, notre force. Il faut se lever le matin avec nos petits salaires, il faut aller lutter. Eux, ils ont tout. Et ça avance. Donc nous devons émanciper. Moi, je suis contre les processus de paix, parce que la paix, ça veut dire qu'il y a eu la guerre et qu'il y a eu un perdant. Il n'y a pas de match nul dans la paix, dans la guerre. Moi, je suis pour un processus d'émancipation et de responsabilité. Et je vois des jeunes là-bas, tu parlais des juniors, et c'est ça qui est intéressant. Je ne vais pas dire que moi, à 54 ans, je suis déjà un peu foutu. Je ne suis pas foutu parce que je me remonte comme une pile électrique, mais on n'est pas beaucoup à se remonter comme des piles électriques. Il faut dire à ces jeunes il faut être soi-même. Vous êtes dans une société où on vous dira, il ne faut pas le dire, ne parle pas, ne dis rien, ne t'occupe pas, c'est pas tes affaires. C'est ça qu'on va vous dire. Surtout lorsque vous irez vous opposer aux plus grands,
On va vous dire non, tu vas perdre, mon grand. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas perdre. Non, tu ne vas pas perdre. Parce qu'il y a la société de l'être, maintenant, et de l'avoir. La société de l'être, c'est